Donc je vais tout de suite appeler le docteur Gilles Le Russy qui va nous parler de la prise en charge chirurgicale de l'artériopathie liée au cannabis. En tant que chirurgien vasculaire, si l'artériopathie liée au cannabis est similaire à la maladie Aubergère, c'est des malades qui sont très peu chirurgicaux, mais peut-être tu vas nous dire l'inverse. On va t'écouter avec attention. Non, pas tout à fait. Bonjour. Je vais vous parler maintenant de la prise en charge chirurgicale de l'artériopathie liée au cannabis. Comme on l'a vu précédemment, ça ressemble au Burger et au niveau de la prise en charge chirurgicale, on pourra les rapprocher. On en a déjà parlé, plusieurs problématiques. Cela touche des patients très jeunes, ce qui peut poser problème, notamment sur le plan fonctionnel. C'est pas pareil quand on traite quelqu'un qui a 70-80 ans et pour la même pathologie, quelqu'un qui en a 40 voire moins. On a déjà vu que l'augmentation de cannabis chez l'adulte jeune était croissante et que la moitié des mineurs ont déjà consommé une fois du cannabis. 15% avouent une consommation régulière. Quand on voit une carte de France, même si les chiffres ont quelques années, là on parle de jeunes qui consomment régulièrement du cannabis et on voit des zones, beaucoup de zones, plus de 10% en consomment régulièrement. Quand on compare les consommations en Europe par rapport à des pays qui sont réputés comme des gros consommateurs, des gros vendeurs, enfin des endroits où on peut s'en procurer facilement, on se rend compte cocorico qu'on est meilleur qu'eux sur tous les plans, même par rapport aux Espagnols et par rapport aux Pays-Bas. Maintenant, si on regarde au niveau des DOM, la Réunion, on est les champions des DOM partout. Expérimentation de cannabis, usage cannabis régulier, toutes les drogues, tout. La Réunion est le plus gros consommateur de tous les DOM. Si on parle plus précisément de l'artériopathie au cannabis, elle a été décrite au départ chez des forts consommateurs marocains. Alors encore une fois, la problématique, c'est également il est rare de ne consommer que du cannabis. C'est souvent une consommation de cannabis avec le tabac, mais c'était une population qui avait un accès plus facile au cannabis pur qu'au tabac. Elle a des fortes similarités avec la maladie de Burger, comme on l'a vu, avec quelques petites subtilités. Souvent, des patients font des poussées même avant la trentaine, avec des lésions très distales exactement, et une atteinte plus fréquente des membres supérieurs. La bonne nouvelle, c'est que les veines des membres inférieurs sont souvent conservées, et comme on va le voir, ça peut nous servir pour les traitements chirurgicaux. Le problème est, comme on l'a vu, la responsabilité du cannabis par rapport au tabac. Il va y avoir des problèmes de prise en charge sociale chez ces patients et un problème de lit d'aval sur lequel dépend tout le résultat de la prise en charge chirurgicale. Ce sont des artériopathies proximales mais surtout distales, précoces, avec des évolutions rapides et par poussée. On voit bien un rapport entre des fortes consommations de cannabis, un peu comme dans la maladie de Burger pour le tabac. Ça correspond à un moment de forte consommation de cannabis qui correspond à un épisode de poussée qui peut donner jusqu'à des nécroses. Là, on voit un pied avec un bout de péronnière, plus du tout d'artère dans le pied. Ici, la poplité haute, qui est occluse, et quasiment plus d'artères de jambe. C'est là toute la problématique de la revascularisation chez ces patients. Il est important qu'ils arrêtent totalement l'intoxication au cannabis et ensuite on peut proposer des traitements endovasculaires, donc c'est ce qu'on fait de plus en plus, mais aussi des traitements chirurgicaux, notamment des pontages, et après un peu plus anecdotiquement de la sympathectomie, et souvent associé à un traitement médical. Au niveau endovasculaire, on va recanaliser des artères de jambes, dilater des sténoses. Malheureusement, le résultat est incertain à cause du lit d'aval. Ce qu'on explique souvent aux patients, c'est le lit d'aval est très important parce que même si on met une grosse artère ou un gros pontage, c'est comme si on prenait une autoroute 4 voies bien goudronnée et que la sortie d'autoroute c'était un chemin de terre. Même avec la plus belle autoroute, on n'arrivera pas à sortir sur le chemin de terre. C'est un peu la problématique du lit d'aval et des pontages qui se bouchent lorsqu'il n'y a plus d'artère au-dessous. On va utiliser des introducteurs longs
pour être au plus près de l'artère, enfin de l'endroit bouché, pour avoir du push, pour passer à travers les zones sténosées ou occluses. On va utiliser des guides jusqu'à 0,14, des guides donc très fins pour aller dans des toutes petites artères, avec des sondes de recanalisation qui vont permettre de rigidifier notre système et de passer à travers les lésions. On va utiliser des ballons de petit profil, de 2 à 4 mm de diamètre, un peu plus gros pour les artères plus grosses. Là, on voit un ballon monorail où le guide sort avant. On relie ici le système qui va permettre de gonfler le ballon par opposition au système coaxiaux où le guide rentre ici et sort directement au bout du cathéter. Là, on a plus de push, plus de force, étant donné que le guide est en contact avec le ballon tout du long. Mais c'est un peu plus difficile à manipuler, on doit avoir des guides de plus grande longueur. Un exemple ici, là on a mis l'introducteur en bas de l'artère poplitée, tout est bouché, on voit un petit bout ici de tibiale postérieure, on va passer un guide, des ballons, et récupérer ici la tibiale postérieure. D'autres exemples, là on voit un lit d'aval ravagé, on voit une petite tibiale postérieure là, on passe des guides, des sondes, des ballons et on revascularise. Malheureusement là, avec ce faible lit d'aval, la perméabilité à moyen et long terme va être quand même assez difficile, mais le but est souvent de faire un sauvetage de membre, donc de passer un cap, de faire cicatriser une plaie, de sortir du problème du risque d'amputation. Là, on voit le même exemple avec un petit bout de péronnière de tibiale postérieure. On arrive à dilater la poplitée et à récupérer ici les 2 artères en endovasculaire. Les taux de perméabilité sont corrects, sauf là on voit cette étude de 95 avec des mauvais taux de perméabilité, mais avec des taux de sauvetage de membres qui sont tout à fait honorables. Et lorsque le traitement endovasculaire ne marche plus ou que les occlusions sont trop longues, on est obligé à ce moment-là de faire des pontages, donc de passer d'une zone perméable à une autre zone perméable au-dessous. On va utiliser pour cela, si possible, des veines autologues. Donc on ne fait plus des prélèvements comme ça, on fait des prélèvements de veines autologues en faisant des incisions étagées. On contrôle la veine. La veine va être utilisée pour le pontage, donc soit on la laisse sur place, ce qu'on appelle in situ, mais à ce moment-là il faut la dévalvuler, étant donné que les veines sont faites pour ramener le sang vers le cœur. Il y a des valvules qui les empêchent de descendre, donc soit on la laisse en place et on passe un dévalvuleur, ce sont comme des petits couteaux qui coupent les valvules, ou alors on prélève complètement la veine et on la retourne pour que le sang circule dans le bon sens et ne soit pas gêné par les valvules. On coud l'artère, après avoir ouvert la veine, on coud l'artère au-dessus de la zone bouchée, on tunnelise la veine et on va la coudre au-dessous sur une artère qui n'est plus bouchée. Donc, comme par exemple ici l'artère rétromalléolaire, où on peut se mettre un peu plus haut si c'est perméable au niveau d'une tibiale postérieure. On peut le faire sur une péronnière, on peut le faire sur une tibiale antérieure ou même sur une pédieuse lorsqu'elle est perméable. Les taux de perméabilité sont assez corrects, mais on voit quand même par rapport au pontage au-dessus du genou, au pontage fémoro-poplité, c'est quand même beaucoup moins bon, mais là on a passé le genou sur des pontages avec une grande distance et sur des artères beaucoup plus petites. Lorsqu'on n'a pas de veine autologue ou qu'elle n'est pas assez longue, on peut faire des pontages composites, donc on coud le bout de veine qu'on a réussi à avoir à de la prothèse, ou alors on utilise des allogreffes veineuses, ou si on n'a pas du tout de veine, rien du tout, on peut faire comme ici une cuve de Miller, donc on prend un petit bout de veine, ça on arrive toujours à trouver quelques centimètres, on l'ouvre en deux, on le coud pour faire une collerette et on coud la prothèse dessus, ça augmente la taille de l'anastomose. Les résultats par contre des pontages composites ou des pontages simplement en prothèse sont pas très bons. On voit, c'est moins de 20% de perméabilité à 2 ou 5 ans. Avec des allogreffes veineuses, on n'a pas non plus d'excellents résultats, mais ça c'est dû malheureusement au lit d'aval qui fait que le pontage finalement se bouche parce qu'on n'a pas de sortie pour le vaisseau. Donc ce sont des gestes assez difficiles, on coud souvent des toutes petites artères très calcifiées
avec des perméabilités assez moyennes, mais encore une fois, le but c'est de passer un cap, de sauver le membre, et une fois que la plaie a cicatrisé, de se retrouver avec une compensation des artères qui suffisent au patient. Certes, il va avoir une claudication résiduelle, mais on aura sauvé le membre. On veut faire cicatriser le trouble trophique. On va associer à cela des traitements, un peu comme dans la maladie de Burger, hein. On a déjà parlé juste avant, mais l'Ilomédine a montré une efficacité en diminuant de manière importante le taux d'amputation, même si c'était une étude assez âgée. On peut le faire en parallèle du traitement chirurgical ou lorsque les pontages sont tous bouchés et qu'on n'a plus que ça comme possibilité. La sympathectomie a été décrite également, mais l'efficacité n'est pas complètement démontrée. Ça peut avoir un rôle antalgique ou de la vasodilatation de la sympathectomie, mais on le fait quasiment plus. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que c'est une pathologie très grave, avec un pronostic fonctionnel qui est engagé. Cela touche le sujet jeune, voire très jeune. On a vu il n'est pas rare de voir des patients qui consomment du tabac et du cannabis et qui font des troubles trophiques avant leurs 30 ans. On se retrouve devant des jeunes qui en consomment beaucoup plus et avec des artères qui sont détruites à la trentaine ou à la quarantaine d'une manière où elles le sont d'habitude à 70-80 ans. On fait de plus en plus de revascularisation endovasculaire qui sont assez efficaces, mais mais si c'est nécessaire, on peut être amené à faire des pontages distaux. Si tant est qu'on ait du bon matériel, on va privilégier dans ce cas la greffe de veine autologue. Le résultat reste incertain malheureusement à cause du lit d'aval. Je vous remercie. Des questions sur le côté médical et chirurgical de cette pathologie liée au cannabis? Le temps qui est... Oui, moi ce que je voulais demander à Gilles, là tu nous as sorti des séries, mais c'est des séries aussi bien endovasculaires que chirurgicales sur des maladies athéromateuses. Mais là, tu ne penses pas que c'est difficilement transposable à une pathologie au cannabis? C'est encore pire sur les pathologies au cannabis, on a des encore moins bons résultats parce qu'on a un lit d'aval encore moins bon, donc des taux de perméabilité qui sont vraiment faibles. Il y a ce problème-là, mais il y a aussi peut-être le mécanisme physiopathologique qui n'est pas du tout le même que pour la maladie athéromateuse. Non, c'est pas le même mécanisme au niveau de l'inflammation, au niveau de la paroi, comme l'a dit justement Alessandra, qui le décrira plus précisément que moi, mais ça n'a pas le même mécanisme, et donc on se retrouve pas sur les mêmes artères à la fois à coudre et à la fois au niveau endovasculaire quand on navigue à l'intérieur. Et comme il y a un message dans WhatsApp qui dit « Les veines superficielles des membres inférieurs ne sont-elles pas souvent abîmées par les thromboses veineuses superficielles chez ces patients ?» Là, dans le cas du cannabis, moins que dans le cas de la maladie Burger, mais Ouais, alors en fait, c'est problématique. Ça risque d'être problématique parce que effectivement, il y a des thromboses veineuses superficielles. Alors ça, c'est bien décrit dans le Burger et c'est beaucoup moins décrit dans le cannabis. Mais c'est vrai que c'est un tableau qui est très similaire quand même. C'est pas pour rien qu'on en parle en même temps. Alors est-ce que c'est une entité spécifique à côté ou pas? Ça, c'est pas sûr. Deux, parfois, on a dans le consommateur de cannabis, très lourd, aussi consommation d'autres drogues en injection. Et les veines sont très abîmées dans ce cas-là. Donc, c'est pas évident chez ces sujets de trouver la bonne veine qu'il faut. Après, s'ils sont très jeunes, effectivement, non. Et après, effectivement, comme ça a été souligné, dans la problématique liée au cannabis, vous avez essentiellement l'artériopathie distale et l'artériopathie proximale, d'habitude, est moins présente. C'est plutôt de l'athérome. C'est ce qu'on appelle des sujets, des Burger vieillis, entre guillemets. C'est-à-dire que le fait d'avoir un Burger ne protège pas d'avoir l'athérome lié au tabac, par ailleurs, ou tout le reste, tous les autres facteurs de risque. C'est moins typique, parce que c'est une thromboangéite, en fait. C'est une inflammation avec une thrombose dedans. Mais c'est une inflammation de l'artère. Oui, on remarque quand on voit ces jeunes que ce sont souvent des gens, c'est pas lié à la quantité de la consommation, donc il y a sûrement un phénomène immunoallergique ou autre qui est particulier, et sûrement que les progrès seront faits quand on trouvera une cause ou ce qui les rend plus sensibles.
effectivement, pour rebondir sur ce que disait Hélène, effectivement, il y a des fois, c'est des patients de 19-20 ans aussi qui viennent consulter, qui fument, pas énormément, qui fument 1 ou 2 joints, voilà, et qui ont un désert vasculaire au niveau des membres inférieurs, qui a un début de trouble trophique. C'est souvent ça commence en panarie, sur un gros orteil ou un deuxième orteil. On en voit environ 1 tous les 6 mois, en tout cas dans ma pratique. Il y a rarement des veines, souvent quand on voit ces patients qui ont un vrai Burgers, ça c'est la problématique du Burgers, parce qu'ils ont des thromboses veineuses superficielles, et ils le rapportent quand vous les interrogez. Et c'est pas les artères calcifiées, c'est pas les artères athéromateuses. Donc la problématique, souvent quand on a les dilatés, on les dilate, ils rebouchent 15 jours, 3 semaines plus tard du fait de l'inflammation. Même si on va très très loin et qu'on va sur le pédal loop et qu'on fait toutes les artères du pied, ils reviennent une deuxième fois, donc, parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris, c'est des jeunes, donc ils recontinuent à fumer derrière. Et la deuxième fois, et qu'ils viennent avec les parents, à ce moment-là, ils comprennent un peu mieux. Donc on leur dit, ils vont perdre la jambe. Donc à ce moment-là, on les rédilate. Souvent ça passe, il y a des fois ça ne passe pas. On dirait 1 fois sur 2. C'est peut-être un coup de chance aussi. Pour le souvenir que moi j'en ai chaque année, on en a 1 ou 2 qui perdent un morceau de pied à chaque fois. Et pour ceux qui sont plus vieux, c'est à 35-40 ans, aller trouver une artère distale pour ponter, c'est souvent très compliqué. Et il y a des fois, on retrouve des petites artères qui font 2 mm, et il n'y a pas de veine, et à ce moment-là, on prend des allogreffes artérielles ou veineuses pour y aller. Mais les résultats sont souvent très temporaires, et ils tiennent 10 ans, et après, il faut les amputer. Je voudrais profiter de la présence de Victor. Rivaroxaban aspirine chez ces patients-là, protocole Campass. Grand spécialiste de cannabis. Alors honnêtement, aucune idée, et je suis pas, enfin, vu justement les éléments qui ont été rapportés, qu'il y a aussi un phénomène inflammatoire au niveau des artères, je ne peux pas savoir, dire quoi que ce soit. En plus, c'est un profil de patient aussi qui est particulier, à prendre des traitements matin et soir, point d'interrogation. Oui, professeur Burat-Rivière, juste une question sur le cannabis et ses lésions vasculaires. Est-ce que vous avez trouvé des données qui permettent de se donner une idée du rôle du monoxyde de carbone dans la consommation de cannabis sur ces lésions vasculaires? L'idée derrière ça, c'est l'intérêt potentiel de la vaporisation, donc sans combustion, comme moyen de réduction des risques chez ces sujets qui ne voudraient pas arrêter leur consommation de cannabis. Est-ce que vous avez retrouvé des données spécifiques là-dessus? Alors, sur le monoxyde de carbone et l'artériopathie périphérique, non. C'est-à-dire c'est le même données qu'on connaît déjà par rapport à la pathologie cardiaque ou de l'aorte. Par contre, le fait de l'inhalation plutôt que la fumée de cigarette, vous avez un effet qui est quand même très important sur les récepteurs type 1, notamment tout ce qui est vasodilatation aortique et vasoconstriction périphérique, ce qui fait que ce n'est pas ce type de consommation qui serait plus protégé par rapport à la consommation avec le tabac. C'est ça l'idée. On n'a pas l'impression qu'enlever le tabac va guérir ce type de patient. Après, c'est très difficile de faire la part des choses parce que souvent, ceux qui consomment pas sous forme de joint, mais sous forme en inhalation, sont consommateurs d'autres drogues aussi. Et du coup, faire la part des choses, c'est vraiment compliqué dans ce cas-là. On n'a pas beaucoup d'études parce que c'est pas possible de les mettre en place, les études. Et donc, on a des études, quand il y en a, de cohortes ou de cas rapportés qui valent pas grand-chose en fait. Hein. Merci aux 2 premiers intervenants.